Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du nouveau livre que je viens de terminer, Les héritiers du KGB. Voilà, donc moi je lis toujours, pour ceux qui ne le savent pas, moi je lis toujours les livres en tablette. C'est un petit fichier qu'on achète et qu'on peut lire, quoi. Donc, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, c'est une enquête sur le renseignement russe, le FSB, et ce sont deux auteurs, des journalistes, qui travaillent en Russie, qui s'appellent Andrei Soldatov et Irina Borogan. Et donc, ils ont enquêté sur le FSB. Et donc, ça a duré des années, je ne sais plus combien de temps. C'est une enquête qui commence en 1991, à la chute du KGB, et jusqu'à nos jours. Donc on repose sur le même modèle de contrôle de l'État russe, donc du FSB, du service secret, sur la population. Donc on va voir les lignes directrices du livre. Donc moi j'ai lu le livre, je vais vous raconter quelques belles histoires du livre. Et avant de voir le livre, je dois vous dire quelque chose d'important. Donc en fait ce livre, c'est une étude sur le FSB. Donc ce livre s'adresse, on va dire, à des gens qui ont une certaine culture du KGB et du FSB, à ceux qui veulent comprendre aujourd'hui pourquoi Poutine fait la guerre en Ukraine et comment il contrôle le pays. Voilà, donc on ne lit pas ce livre que pour avoir des histoires d'espionnage, de X, Y, Z à Monaco, tout ça, quoi. Donc on est surtout focalisé sur le système du FSB, l'emprise qu'il a sur l'État russe, sur les arcanes, sur la justice. C'est plutôt ça, quoi, l'orientation du livre. Donc, on va rentrer dans le livre. Alors, avant d'aborder les lignes directrices du livre, je vais vous expliquer ce que moi j'ai lu et ce que j'ai compris. Vous devez savoir qu'au départ, donc, la Russie, c'est pas un État démocratique, c'était une dictature. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, en Russie, à l'heure actuelle, et comme avant, on enlève, on torture, on commet des meurtres extrajudiciaires, le Parlement ne contrôle pas les services secrets, Poutine, c'est lui qui dirige le pays, c'est un homme des services secrets qui date de l'ancien bloc soviétique et de l'URSS au niveau de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Vous savez, l'Est, l'Allemagne de l'Est, qui était tenue par la Russie, la moitié du pays, l'Allemagne, était tenue par l'Ouest. L'Ouest, c'est les pays occidentaux, les États-Unis. Donc la Russie, c'est pas un état de droit, il faut oublier ça, quoi. Donc je vous dis, ceux qui partent là-bas pour faire des affaires, pour créer une entreprise économique, pour le capitalisme, pour investir, il faut oublier. Là-bas, le droit n'existe pas. Donc, alors on a deux journalistes, comme je vous ai dit, ils ont fait l'enquête, ils ont fait un travail de recherche, ils ont eu des sources ouvertes au sein du FSB, des anciens du service. Donc une multitude de sujets sont abordés, comme sur la population, au niveau du terrorisme, au niveau des meurtres, tout ça. Donc on va voir. Alors ce que je vais encore vous dire sur les deux journalistes, surtout Soldatov, qui est un homme, pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Andrei Soldatov. Donc lui, il a été convoqué des multiples fois par le FSB. Pourquoi il a été convoqué? Parce qu'ils écrivaient des articles de presse qui nuisaient à l'image du FSB. Et donc il est convoqué. On va voir aussi qu'il a été convoqué ailleurs. Ça, je vous dirai un peu plus tard. Vous allez voir. C'est quelque chose de spécial. J'avais jamais encore vu ça comme genre d'interrogateur dans un lieu spécial, quoi. Donc il faut savoir aussi que pour les auteurs, pour Andrei Soldatov qui est l'homme, Irina Borogan qui est la femme, ils sont des collègues de travail dans un quotidien qui s'appelle Izvestia et un autre quotidien où ils ont travaillé, c'est Versia. Donc, il faut savoir que la réalisation du livre, pour eux, c'est très dangereux, parce que c'est assimilé en Russie à de l'espionnage, donc on peut vous poursuivre pour espionnage. Alors, la production de renseignements, à partir du membre de FSB, donc des sources ouvertes, comme je vous ai dit, c'est une tentative de dissimulation, de déstabilisation du pouvoir, et voire de haute trahison, c'est considéré comme ça là-bas, en Russie. Donc, vous voyez, pour les Russes, c'est très dangereux d'aborder ce titre. On ne peut pas parler du FSB sans avoir des procédures judiciaires et de convocation du FSB, parce qu'il y a automatiquement des problèmes, quoi. Donc comme je vous ai dit, ce livre, c'est une étude qui est indispensable pour comprendre la Russie de Vladimir Poutine, le dirigeant, le président de la Russie, le dictateur qui est là actuellement.
Donc, alors on a le système Poutine et la justice. C'est sur cette base-là, la justice et le contrôle du FSB qui contrôle la population. Hein. C'est comme dans toute dictature, on a besoin de la justice et des services secrets pour contrôler la population. Hein. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc vous avez vu le déclenchement de la guerre. Vous avez vu que quand quelqu'un, par exemple, donne une remarque qui est contre la guerre, ben, c'est 5 ans de prison ferme. Voilà quoi. Un exemple où la justice applique les lois de Poutine. On ne peut pas critiquer la guerre, on ne peut pas parler. Donc en Russie, on ne dit pas que c'est une guerre, on dit que c'est une opération spéciale. Voilà, donc c'est un peu d'humour. Alors, il faut savoir que Poutine, lui, il vit toujours dans le passé. Hein. Donc à l'époque soviétique, hein, c'est un ancien du KGB, hein, il a connu que ça. Alors moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur Poutine à l'époque. Ben, j'ai jamais vu en fait dans aucun documentaire où des historiens retracent son travail qu'il a effectué en Allemagne de l'Est. Donc je vais dire que c'est un médiocre. C'est un agent qui était nul du KGB, qui a été placé là-bas. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, il n'a aucune relation d'actif ou managériale ou de recrutement de ressources humaines. Il n'a rien du tout à son actif. Donc on va dire que c'est un dictateur qui est nul quand il était au KGB. Quoi. Alors, il faut savoir que la Russie, donc dans le livre, hein, on parle d'ingérence politique. Hein, donc ils font des ingérences politiques en Biélorussie, en Moldavie, en Ukraine, en Géorgie. Et tout dans les CEI, les États qu'on appelle, qui regroupent la CEI, c'est la communauté des États indépendants, entre guillemets. C'est l'ancien bloc soviétique qui gravitait autour de l'URSS, quoi. Donc la Russie est connue pour l'ingérence politique aux États-Unis, comme vous avez vu sous Trump, ils ont divulgué les emails de Hillary Clinton, et puis Trump il a été élu, et puis on découvre qu'il y a des acteurs du cabinet, d'état-major de l'armée, ils fricotaient avec des gens douteux de la Russie, donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche quoi, avec Poutine. Alors il faut savoir que Poutine aussi, il est perçu là-bas en URSS comme l'homme de service. C'est lui qui représente les Siloviki. Les Siloviki, c'est leur nom qu'on donne aux agents du FSB, les officiers du FSB, les généraux du FSB, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Donc on peut rien faire à Poutine parce que le système du FSB tient à Poutine, parce que Poutine, il est le président, c'est lui qui décide de tout. Donc c'est lui qui émet les décrets, qui les fait signer au Parlement, il n'y a pas de discussion au Parlement. Si demain il dit que le FSB va devenir une banque, ben demain le FSB sera une banque. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FSB, je vous rappelle, c'est les services secrets. C'est eux qui ont la main mise sur l'État. Alors il faut savoir aussi que quand le patron, Nikolai Patrouchev du FSB, dans un discours en l'an 2000 où il fête l'anniversaire de la Tchéka. La Tchéka, c'était l'ancienne police politique qui assassinait la population russe. Il déclare que ces agents du FSB, ce sont des nobles. C'est la noblesse de demain. Donc, vous voyez dans quel monde on vit. Hein. Donc, ce sont des nobles. comme au retour à la médiévale, quoi. Vous voyez, c'est des nobles. Alors, il faut savoir aussi, dans le livre, donc, on aborde aussi le chapitre des privilèges des agents du FSB. On voit que, par exemple, les généraux du FSB, quand ils partent à la retraite, ils peuvent bénéficier d'une dacha, d'une résidence pas luxueuse, une résidence normale, comme un citoyen y vit en Russie, gratuitement mis à disposition par le FSB pour ces généraux. Donc ce système, il a été détourné. Hein, donc après, on voit des officiers du FSB, des généraux du FSB qui vont s'accaparer les terrains de l'État russe. Hein, ils vont privatiser les terrains qui n'étaient pas à vendre. Donc ils vont s'en emparer avec des titres de propriété, puis l'FSB va aussi donner des titres de terrain. Alors on voit des magouilles, par exemple, on achetait un titre de terrain à $1 le mètre carré. Donc il y en a qui se sont fait des fortunes. Hein. Donc ils prenaient les terrains du FSB puis les revendaient pour des riches hommes d'affaires pour se faire du pognon. Il y en a, on voit dans le livre, qui s'est fait 2,5 millions $, pour un terrain. Donc il faut savoir que ces terrains ne sont pas situés n'importe où. Ils sont situés dans un côté, dans un endroit idyllique, où il n'y avait que le FSB et quelques petits habitants, puis ils ont nettoyé la zone pour s'accaparer les terrains des habitants, et puis c'est devenu une mafia, quoi, qui vole les terrains de l'État, quoi. Voilà, ça c'est pour la partie des privilèges. Alors, dans le livre, on voit aussi un chapitre, traque des opposants politiques, hein. On nous explique en fait que le FSB, donc le service secret, c'est pas un service qui est au service de l'État. C'est un service où l'État est au service du FSB, donc service secret. Et on voit que dans une des prérogatives du FSB, c'est la traque des opposants politiques
Pourquoi le FSB s'occupe des opposants politiques? C'est pour garantir la tranquillité du pouvoir et du président Vladimir Poutine, hein, le président de la Russie. Donc le FSB fait essentiellement un travail sur le, bon, je ne vais pas dire sur le marché intérieur, mais sur, sur le territoire national de la Russie, fait un travail de poursuite judiciaire, comme vous avez vu avec Navalny en prison, voilà quoi. Donc ça c'est le travail du FSB, c'est poursuivre les opposants politiques pour, au nom de Poutine, quoi. Alors, FSB, donc, il va contrôler la population, hein, il va contrôler les médias, les radios, va infiltrer parmi les opposants politiques des agents pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, tout ça, quoi. Donc, on voit un peu ça dans les livres. On voit aussi, surtout, qui c'est très important du FSB, c'est que Poutine, donc, il va donner l'ordre pour nommer des agents du FSB, des cadres du FSB, des généraux, des directeurs du FSB, dans les plus grandes entreprises publiques et dans les structures gouvernementales de l'État. Donc, c'est le FSB qui représente l'État, puisqu'il contrôle les grandes entreprises publiques, le pétrole, secteur pétrolier, bancaire, tout ce que vous pouvez imaginer dans un pays, quoi. Et dans les structures gouvernement de l'État, là, ça s'appelle des administrations publiques. On voit aussi dans les livres que, par exemple, bah voilà, moi j'ai lu dans les livres, par exemple, que j'ignorais, par exemple, ça, qu'il y avait des directeurs du FSB qui géraient des fédérations sportives. Par exemple, Nicolas Patrouchev, dont il est question beaucoup, le directeur du FSB, lui contrôle la section nationale du volleyball russe. Donc c'est lui le big boss avec des autres membres du FSB. Il contrôle la fédération russe de volleyball. Pourquoi le volleyball? Parce que quand lui il était jeune, monsieur jouait au volleyball au lycée ou à l'université, donc il s'est dit, bah, maintenant je vais contrôler la structure gouvernementale du volley, la fédération de Russie du volley, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire aussi faut savoir aussi que, donc, alors il y a aussi un chapitre où on décrit le bilan qui est mitigé en matière de lutte contre la criminalité. Alors, comme je vous ai pas dit, mais il faut savoir que en Russie, bon, la criminalité, c'est un peu le FSB en lien avec la mafia russe. Parce qu'à l'époque soviétique, à le temps du KGB, il y avait un peu de corruption et la corruption elle a explosé avec le FSB. Donc les agents les plus doués, ils ont quitté le service pour se lancer dans le capitalisme, dans l'accaparement des structures financières, des entreprises qui appartiennent à des hommes d'affaires intègres. Et donc ils touchent leur bakchich où ils prennent par la force l'entreprise, où ils prennent des pourcentages dans l'entreprise. Donc il faut savoir que le sport national du FSB, c'est voler les entreprises des autres, voler l'argent, se faire payer en bakchich. Mais ça, j'ai lu un livre que je publierai dans l'œil du FSB. Ça, c'est le livre que j'ai lu, le titre, et j'en dirai un peu plus, parce que l'auteur, il a été victime du FSB. Et on raconte principalement ses aventures avec le FSB, quoi. Donc, FSB, c'est l'accaparement des richesses aussi, quoi. Donc, on vole de ce qui appartient aux autres, quoi. Alors, donc on a aussi le FSB qui poursuit judiciairement pour espionnage des ONG russes, organisations de défense des droits de l'homme, société civile, les écologistes, fondations de bienfaisance russes comme étrangères. Alors, donc ça pourquoi? Parce que Poutine, lui, considère que les ONG russes ou étrangères, ce sont des officines d'espionnage, quoi. Donc voilà, c'est comme ça sa vision des choses. Alors, on nomme aussi les gens russes comme des agents étrangers si on leur paye un billet d'avion, si on leur donne 1 rouble de l'argent, si on leur donne des moyens matériels. Une personne qui est considérée comme un agent russe, ça va automatiquement aller en justice, avoir des procès sur le dos, il ne pourra pas voyager et voilà, il va devenir un prisonnier politique en prison, quoi. Donc c'est comme ça que ça marche le système, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Tout ça c'est illustré, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, hein, par les journaux parlés, tout ça, on voit qu'il y a des poursuites contre les ONG, c'est le sport national du FSB et de Poutine, quoi. En fait, je pense que Poutine, il veut isoler la population russe, et il ne veut pas que des ONG, des étrangers viennent aider, par exemple, dans le domaine économique ou écologiste, voilà, quoi. Alors, il faut savoir que donc, les prérogatives du FSB, n'ont jamais cessé de croître hors de tout contrôle de la société et du Parlement sous Vladimir Poutine, parce qu'en fait, les prérogatives sont dictées par Poutine. Or, après, il passe au Parlement et le Parlement vote d'une voix.
Dans le Parlement, il n'y a pas de voix contradictoire, il n'y a qu'une seule voix, c'est la majorité, c'est le Parlement de Poutine, c'est la majorité que Poutine dirige au Parlement. Donc tout ce qu'il dit, le Parlement le signe. C'est des simples formalités qui passent comme une lettre à la poste, quoi, sans risque, quoi. Alors le budget du FSB, donc il est inconnu. On situe le nombre d'hommes du FSB à 200 000 hommes sur les territoires russes et qui opèrent en Russie et à l'étranger. Le Parlement ne contrôle pas le FSB. L'État et le FSB n'ont de compte à rendre à personne. Voilà, donc par exemple, les auteurs du livre essaient de savoir les statistiques des poursuites pénales contre les agents du FSB, parce qu'il y en a qui violent les lois et il n'y a pas de statistiques. Et puis même si on avait, procureur ou bien juge ne donnerait jamais ces chiffres, ne déclarera rien. Alors il faut savoir aussi que le FSB, le système du FSB repose aussi sur des pirates informatiques, les hackers, ça comme on les appelle, hein. Donc c'est formalisé avec au départ ça commence avec des amateurs, hein, donc des amateurs au niveau politique, hein, qui détruisaient les sites des opposants politiques et des ONG, des sites internet, et puis ils se sont mués comme une industrie d'État, et donc ils agissent sur les ordres du FSB, hein. Par exemple s'il faut attaquer un pays, lui voler, je sais pas moi, des plans militaires ou des documents économiques, comptables d'une société, eh ben, c'est hackers patriotes et ils vont se mettre au travail, hein. Donc vous avez dans le livre un exemple avec les journaux russes, ils divulguent dans les médias russes qui sont pro-gouvernementaux des vidéos sur les opposants politiques, sur des hommes d'affaires, tout ça, quoi, pour qu'ils soient mal vus par la population, quoi. Alors on découvre aussi dans les livres, toujours très intéressant, que j'ignorais, qu'il existe un monde souterrain, hein, composé de routes sous Moscou, qui a été construit à l'époque de la guerre froide pour se protéger d'une attaque nucléaire. Donc on a des routes et des voies avec des bunkers sous Moscou, au niveau des grands bâtiments gouvernementaux, hein, où on peut faire circuler des chars, où on peut s'isoler en cas d'attaque nucléaire. On parle aussi du métro. On voit aussi dans le livre qu'il y a des sympathisants, il y a un mec underground qui a découvert ce métro souterrain, qui a commencé à filmer, et puis s'est fait attraper par le FSB, ils l'ont retourné. Et donc lui, comme il a été retourné, il ne peut plus faire n'importe quoi, donc il essaye d'apporter la mauvaise parole en dénigrant les autres mecs qui visitent les souterrains et tout ça, quoi. Donc en fait, ce réseau souterrain, il a été conçu pour le président, les ministres et les fonctionnaires de l'État, mais pas pour la population, quoi. Donc c'est pour sauver leur cul en cas d'attaque nucléaire, quoi. Voilà, quoi. Dans le livre, on aborde aussi les assassinats et les meurtres extrajudiciaires, hein. Ce sont des meurtres commis par le FSB, par les Spetsnaz, par les Wimpel, c'est tous des groupes paramilitaires qui sont rattachés au FSB, hein. On a engagé même aussi une fois en Allemagne, là j'ai vu un ancien des Spetsnaz qui fait plus partie des Spetsnaz, et on l'a payé pour aller tuer quelqu'un en Allemagne. Il s'est fait attraper. Donc, actuellement là, il est toujours il est détenu en Allemagne, hein. Il avait fui à vélo, quoi. C'est ce que j'avais lu sur internet. Donc les assassinats, ils ont lieu en Russie, hein, et dans la communauté des États indépendants. Alors, la communauté des États indépendants, c'est tout ce qui gravitait à l'époque, c'est tout ce qui gravite autour de la Russie. C'est tous des Asiatiques, des pays asiatiques gouvernés par des dictateurs, hein, comme l'Abkhazie, la Turquie, par la Tchétchénie, les Azerbaïdjan. Donc, ce sont des assassinats où on traque les opposants, hein, on les enlève, ou même par exemple en Tchétchénie, il y a eu des familles entières qui ont été décimées, hein. Donc partout où ils vont, ils sont chassés par les groupes militaires russes rattachés au FSB. Alors par exemple dans le livre, on suit les aventures des 3 agents du FSB, hein, qui sont partis commettre un meurtre en Azerbaïdjan. Ils vont se faire attraper par les services secrets ou par la police azerbaïdjanaise, et donc ils vont être expulsés sans être arrêtés, sans être inquiétés. Et donc, on comprend dans le livre qu'il y a des États, pas des dictateurs, sont en connivence avec les Russes, quoi. Donc, c'est une tradition au FSB de chasser les opposants, où qu'ils soient dans le monde, quoi. Alors, ensuite, donc, on va voir aussi, toujours dans la traque des opposants politiques, cette fois-ci politique, hein, je dis bien politique, que ce soit à l'étranger ou en Russie. Donc, dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, hein, donc, ils vont signer un accord pour créer une structure régionale de lutte antiterroriste
qui est chapeauté par par le directeur adjoint du FSB et qui s'appelle le RATS, le RATS. Donc là, il y a la Chine, la Russie, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et donc cette alliance de Shanghai avec les Chinois permet de kidnapper et de transférer des opposants politiques sur un simple coup de téléphone. Hein. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est sur un simple coup de téléphone ou bien avec un document avec le nom, prénom, photo et la fonction de l'opposant politique. Hein. Donc, en fait, c'est une structure qui permet d'arrêter des opposants politiques sans passer par la voie judiciaire. Parce que vous savez, quand il y a la voie judiciaire, on a un statut de réfugié politique dans un pays, même si on vous expulse, et vous pouvez faire appel, puis contre-appel. Donc là, ça permet d'outrepasser la voie judiciaire et surtout, on va pouvoir kidnapper le citoyen, transférer illégalement dans un pays de bloc de l'État soviétique ou en Russie, hors de tout cadre judiciaire. Alors, en fait, c'est une version qui est améliorée du système américain de réédition, c'est-à-dire qu'on kidnappe un terroriste, comme la CIA l'a fait, on l'envoie dans un pays faire torturer, et puis voilà, après on se fait attraper les mains dans le cambouis, et puis on a le scandale. Donc ça, c'est un système qui est mieux organisé pour traquer les opposants politiques. C'est ce que je vois quoi, dans le livre. Alors, toute cette structure repose donc sur des infrastructures, hein, et c'est une organisation qui est coordonnée hein, entre les pays, hein, donc chacun des représentés au niveau du RATS, quoi, qui décide. Ils ont une base de données commune, ce que j'ai noté sur mon ordinateur. Alors, au niveau de l'impunité, alors ça c'est très bien, donc là on va rigoler, donc ils ont une impunité totale. C'est-à-dire que, par exemple, si la Russie veut kidnapper un opposant russe ou étranger dans un pays que je vous ai cité, la CUI, eh bien, par exemple, l'agent du FSB qui va agir, il a le droit de porter une arme, il a une impunité, il a un statut de diplomate, il a le droit de porter l'arme depuis le début de la mission jusqu'à la fin, et il a toujours une immunité totale, même après les faits. Donc, personne ne peut le poursuivre, quoi. Donc, c'est une immunité à 999%. Alors, toujours aussi d'après une étude du FSB qui est parue si j'ai noté ça, en l'an 2000, dans cette histoire de kidnapping avec les autres États en coopération, au niveau du RATS, d'après un rapport officiel du FSB, ce qu'ils ont écrit dans le livre, on voit que la Russie n'a rien gagné dans cette affaire. En l'an 2000, par exemple, si je me rappelle bien, il n'y a eu pratiquement aucun opposant russe qui a été extradé d'un autre pays vers la Russie. Donc ce sont tous les autres pays qui ont gagné dans l'affaire, parce qu'il y avait beaucoup d'opposants politiques en Russie, et ceux-là, ils ont été arrêtés, extradés illégalement, hors cadre judiciaire, vers les pays, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des accords qui ont signés de sécurité, qui ont été signés dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, quoi. Voilà. Alors je vais vous raconter quelques petites anecdotes aussi que j'ai lues dans le livre, que j'ai retenu, qui étaient pas mal, qui m'ont amusé un peu. On voit aussi que on voit la corruption hein, au sein du FSB, hein, donc le service fédéral de sécurité russe, les services secrets. Et on voit que les agents les plus doués, les officiers les plus doués quittent le service pour se lancer dans le capitalisme, pour s'enrichir aussi. Donc ça ne leur intéresse pas de servir le pays, donc on voit cette tendance-là, quoi. Alors, on voit aussi, on a aussi un retour sur, toujours dans un autre chapitre, on voit un retour sur les attentats et les prises d'otages des années 2000. On voit des témoignages d'anciens officiers du FSB, hein, qui ont donné des renseignements aux journalistes, quoi, qui leur expliquent comment ça se passait sur le terrain. Il y a aussi des citoyens ordinaires qui ont été témoins et qui racontaient aux journalistes. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces attentats commis par des terroristes en Russie, par exemple, le théâtre. Vous avez tous vu les images avec le théâtre et tout ça. Il faut savoir que, par exemple, quand il y avait des actes de terrorisme commis par les Tchétchènes, par exemple, je dis par exemple, ou bien par un autre groupe, il faut savoir aussi que parfois, les pseudo-terroristes, ils n'avaient pas de bombes, tout était factice. Ils avaient les bombes, ils portaient des gilets, mais il n'y avait pas de bombes, ils le savaient, le FSB. Donc ça, on le raconte, et malgré ça, ils ont donné l'assaut. Et donc il y a eu des morts, beaucoup de morts. Par exemple, dans une affaire Nord-Ost, il y a eu une attaque de terrorisme.
Et donc là, comme à Beslan, plusieurs centaines d'innocents sont morts. Pourquoi il y a eu des centaines de morts? Pourquoi dans tous les soi-disant sauvetages du FSB, des services spécialisés qui sont là pour sauver les victimes, pourquoi il y a tant de morts? C'est parce qu'en fait ils utilisent un gaz narcotique qui s'appelle le fentanyl. C'est un gaz qui est 300 fois plus puissant que la morphine. Et en fait, on met 2 minutes pour s'endormir dans ce gaz. Mais le problème, c'est qu'il tue les gens. C'est un gaz qui est nocif. Et il ne le dose pas. Il bombarde de gaz les terroristes et les civils qui sont en otage. Et donc, on retrouve plusieurs dizaines de morts sur tous les sauvetages qui sont réalisés par les services du ministère de l'Intérieur pour sauver les civils, quoi. Donc, ce gaz fentanyl, il a tué beaucoup de gens et le FSB l'utilise sans dosage ni précaution. Donc, en fait, l'idée du FSB, c'est on arrose de gaz les pièces qui sont détenues des otages et puis ils vont tous tomber comme des mouches. Donc, c'est pour ça qu'on voit les images à la télévision de plusieurs centaines de morts. Et il y a eu, par exemple, des fonctions de généraux du FSB qui se chevauchent. Une préparation du FSB à des grosses prises d'otages, plusieurs centaines d'otages, l'incompétence du FSB, tout ça n'est pas sanctionné. Pire, on voit dans le livre que les officiers du FSB qui ont failli à sauver la vie des gens ont été promus à des autres services. Et on voit toute une clique d'irresponsables et d'incompétents qui dirigent les services. Il y a même un service soi-disant de contre-espionnage, on voit dans le livre, par exemple, qui était chargé de la lutte contre les espions étrangers, où il n'y avait qu'une seule personne, voilà, qui était là, et cette personne, comme il montait des dossiers bidons, c'était l'incompétence totale, et alors on disait au tribunal, il faut que ce soit en huis clos, le jugement, personne ne peut faire des photocopies du dossier, c'est secret, parce que tout le dossier il est bidon. Donc on voit aussi des histoires, par exemple, dans le contre-espionnage, des fausses accusations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait un Anglais, un papy, là, il s'était fait arrêter, soi-disant c'était un espion. Ils ont montré une pierre où il y avait soi-disant un système de communication alors qu'il n'y avait rien. Enfin, tout ça, ça tombe à l'eau. On le voit que c'est des incompétents. Bilan mitigé au niveau de la lutte contre la criminalité. Criminalité, bien sûr, le FSB, il y avait des criminels au sein du FSB qui sont là pour voler les entreprises, les actions, toucher les bakchiches des entrepreneurs étrangers comme russes. Donc voilà, donc ça c'est en gros le FSB. Alors surtout aussi les journalistes ils racontent comment on interroge un journaliste russe. Donc vous recevez une convocation du FSB pour vous rendre dans un lieu qui est connu du journaliste. Et puis quand vous allez vous présenter dans ce lieu, on vous remet une autre convocation pour un interrogatoire. Alors l'interrogatoire se fait à la prison de Lefortovo. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la prison de Lefortovo, Lefortovo il y a une grande histoire avec cette prison. C'est là où on fusillait les traîtres, les espions russes qui travaillent pour les étrangers. C'est là où sont détenus les opposants politiques, les officiers de l'armée ou du FSB qui sont en prison. Donc c'est un endroit lugubre. Donc il raconte Soldatov, le journaliste qui a écrit le livre. Donc quand on évoque Lefortovo, il y a une peur inconsciente dans la population, quoi. C'est un endroit lugubre où on fusille les traîtres, les espions russes qui travaillent pour l'étranger. C'est un endroit qui sert à intimider les journalistes et les opposants pour leur faire peur. Alors l'interrogatoire il dure plusieurs heures. On fait tourner l'heure pour que vous, dans votre tête de journaliste, vous dites je vais jamais sortir, je vais parler vite pour sortir, mais en fait, vous n'allez jamais sortir. Vous êtes à Lefortovo dans un endroit lugubre, vous rentrez dans la prison toujours accompagné par un agent du FSB ou un garde du FSB. C'est une prison qui est gérée par le FSB, par les services secrets, quoi. Donc on fait tout pour vous faire peur et pour qu'on essaie de vous retourner, quoi. Donc vous savez quand vous rentrez, mais vous ne savez pas quand vous allez quitter la prison, quoi. Voilà. Donc je vais vous raconter la conclusion du livre, hein. Je vais vous lire quelques bonnes pages sur la conclusion du livre. Si 2000, l'année 2000, fut l'année la plus fructueuse en matière de liquidation des leaders rebelles, elle vit aussi les actes terroristes multipliés de manière exponentielle. De toute évidence, la tactique employée par les services n'est pas efficace. Le 24 janvier 2011, un nouvel attentat suicide commis à l'aéroport de Moscou Domodedovo a démontré une nouvelle fois l'incapacité des forces de l'ordre russe à contrer ce genre d'attaque. Après l'élection de Vladimir Poutine à la présidence de 2000,
les services de sécurité, en premier lieu le FSB, montèrent rapidement en puissance. Les organes espéraient obtenir leur revanche après la sombre décennie des années 1990. À l'époque, le nouveau capitalisme russe et un État à la politique fluctuante les avaient mis sur la touche avec les bouleversements en cours qui vont avec. Poutine, qui avait servi comme officier du KGB pendant 16 ans, offrit effectivement des postes prestigieux à de nombreux agents des services secrets. Mais cette invitation à devenir les nouveaux nobles de Russie postmoderne, sa nouvelle noblesse, ne fut pas suivie de résultats à la hauteur de la confiance que les Kremlins avaient placée dans ses services spéciaux. Le FSB a déployé des efforts colossaux pour traquer les espions étrangers prétendument actifs sur le territoire russe. Mais il l'a fait en recourant à des techniques si contestables que l'on peut se demander si la menace était réelle ou exagérée. Il s'est aussi beaucoup investi dans la lutte contre les ONG, qu'il soupçonnait de préparer des révoltes populaires contre le Kremlin. Ici, l'erreur de jugement est indiscutable. Ces organisations sont bien trop petites et trop peu influentes pour représenter une menace réelle. De surcroît, aucune d'entre elles n'appelait au soulèvement du régime. Poutine avait ouvert aux agents des services secrets les portes de toutes les structures du pouvoir en espérant qu'ils deviendraient les garants de la stabilité et de l'ordre. Mais dès qu'ils obtinrent les ressources et les privilèges à leur nouvelle fonction, ils se fourvoyaient immédiatement dans des querelles internes. Le FSB se retrouvant en grande difficulté quand Poutine ne fut accusé d'avoir organisé l'attentat de Moscou en 1999 dans le but de faciliter son accession au pouvoir en déclenchant une vague de panique dans le pays. Que la chose soit vraie ou non, il est certain qu'en s'échinant à faire taire ceux qui produisent des questions gênantes dans cette affaire, le service fédéral de sécurité a largement nourri les soupçons et les théories complotistes. Qu'est-ce qu'il a écrit? Conspirationnistes. Voilà. Désolé. Dès les années 1990, sous la présidence de Boris Yeltsin, le développement de la société civile laissait espérer une amélioration des rapports entre le peuple et le pouvoir. Dès qu'il fut élu, Vladimir Poutine entreprit méthodiquement d'étouffer la société civile en réduisant comme peau de chagrin l'espace dévoué au débat public sur les questions politiques et sociales. Les services secrets se mirent alors à se mêler des affaires politiques afin de défendre le président. Ils voulaient probablement démontrer leur puissance et leur loyauté envers le Kremlin, mais peut-être ont-ils surestimé la menace que représentait l'opposition très populaire du chef de l'État. En principe, le service fédéral de sécurité devrait être un simple élément de la machine étatique, une institution soumise aux lois comme toutes les autres. Cependant, le règne du droit et de la justice n'est qu'une vue de l'esprit de la Russie d'aujourd'hui, où les services secrets estiment que leurs intérêts et ceux de l'État qu'ils protègent sont au-dessus de toutes les lois existantes. La mentalité du FSB, profondément marquée par les traditions soviétiques et tsaristes, se caractérise par le clanisme, la suspicion et la paranoïa vis-à-vis du monde extérieur. Or, il est indéniable que notre époque réclame des changements et des réponses aux problèmes actuels ne se trouvent pas dans le passé. Si le fait de réinstaller la plaque honorant la mémoire de Yuri Andropov sur l'immeuble à Lubyanka a sans doute mis du baume au cœur aux services spéciaux, ça ne les a pas poussés à se doter de méthodes et d'outils susceptibles de construire une démocratie moderne. Ici, les terrains distribués aux généraux autour de la Robliovka rendront leur retraite plus heureuse. Ils ne préparent pas la nouvelle génération d'officiers à devenir les protecteurs justes et respectés d'une société ouverte. Poutine a couvert les chefs des organes de privilèges. Ils se sont soustraits à leurs responsabilités et se sont souvent montrés terriblement inefficaces dans des situations de crise. Quel rôle joueront-ils dans la Russie de demain? Si le président Medvedev a réellement l'intention de moderniser le pays et d'en finir avec le nihilisme juridique qu'il dénonce, il aura besoin de protecteurs de l'État qui partageront ce modèle objectif. Pas d'un service fédéral de sécurité désespérément englué dans le passé. Voilà, ça c'est la conclusion. Donc vous avez vu, la conclusion elle est vraiment très très réelle, hein. Elle est très juste. Service fédéral de sécurité de FSB concentré sur la population, pas de voix dissidente, accaparement des richesses au niveau entreprise publique, structure de l'État. Vous avez un cocktail explosif pour une deuxième révolution en Russie, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Moi, je pense que ça ne marchera pas, quoi.
Ça peut pas marcher un État qui tient par des structures de sécurité s'il n'y a pas de développement économique. Voilà, quoi. Donc l'État, il ne fonctionne pas comme il faudrait. Voilà, donc c'est un bon livre à lire. Hein. Moi, je l'ai lu. 300 et quelques pages, 377 si je me rappelle bien. Bien documenté, bien expliqué, avec des exemples. Voilà, donc je vous invite à le lire. Hein. Vous pouvez me laisser une vidéo pour ceux qui l'ont lu. Hein. Voilà. Donc moi, c'est fini. Le prochain livre, c'est Dans l'œil du FSB que je vais lire, que j'ai terminé de lire. J'ai terminé. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vais publier celui-là. Et puis on revient à celui-là. Voilà. À bientôt.